Bonjour. 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 Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. 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 Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez tous bien ce mercredi 22 juillet. Mais pour ce 17e rendez-vous, il y avait beaucoup d'inscrits. Donc, je pense que d'autres participants vont nous rejoindre d'ici peu. D'accord. Alors, bonjour à toutes et tous et bienvenue pour ce 17e rendez-vous de la COP éducative Brésil. Je suis Marjorie Ponce, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas. Je suis chargée des certifications et des formations à l'ambassade de France et je suis accompagnée aujourd'hui d'Ingrid Pérez et Valdemar Oliveira, qui sont tous deux animateurs IF Prof Brésil, ainsi que de notre intervenante du jour, Lucia Claro, qui est formatrice labellisée TV5 Monde et enseignante-chercheur à l'UNIFESP. C'est ça, Lucia? C'est tout à fait ça. Et donc, aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Lucia qui va nous parler de la classe virtuelle, donc comment concevoir et animer un dialogue entre la didactique des langues et les techniques numériques. Donc, je laisse maintenant la parole à Lucia Claro et merci pour votre participation. Merci à vous, Marjorie. Bonjour à toutes et à tous. Merci de votre présence, de votre participation aujourd'hui à ce webinaire. J'aimerais commencer par remercier toute l'équipe d'IF Prof Brésil et du service de coopération éducative et linguistique de l'ambassade et de consulat de France. Je remercie notamment Marjorie Ponce, Valdemar Oliveira et Ingrid Pérez qui m'accompagnent aujourd'hui dans ce webinaire. Et j'aimerais remercier également Marine Knoll et Louise Roudil. Donc, merci beaucoup pour l'invitation à animer ce webinaire. Ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Soyez les bienvenus. On va tout de suite commencer. Je pense que je vais suivre un peu ce que j'ai prévu dans mon diaporama. Donc, si vous êtes d'accord, je vais déjà partager mon écran avec vous et on va suivre les étapes qui sont prévues. Donc, le titre de notre webinaire aujourd'hui, c'est « Concevoir et animer une classe virtuelle de FLE ». Et on va penser à ce dialogue qui existe entre la didactique des langues et les technologies numériques. Moi, c'est Lucia Claro. Mon nom complet, c'est Maria Lucia Claro Cristóvão. Comme c'est un peu long, je signe normalement juste Lucia Claro. Je travaille à l'Université fédérale de São Paulo, au département de lettres, dans la chaire de langue française et de littérature de langue française. Et je fais aussi partie de l'équipe de direction de l'Association des professeurs de français de l'État de São Paulo, de l'APFESP. Et je suis formatrice en didactique du FLE. Voilà, je commence tout de suite par vous présenter ce que j'ai prévu aujourd'hui comme plan de ce webinaire. J'ai pensé à travailler avec vous 3 étapes. Voilà, je vais vous montrer ces 3 étapes. J'ai pensé tout d'abord à réfléchir avec vous sur quelques spécificités d'une classe virtuelle de FLE, en quoi ça change par rapport au cours présentiel. Je voudrais ensuite aborder un peu le thème de l'approche méthodologique, parce qu'on parle très souvent d'une préparation technologique, une préparation aux outils technologiques, et on sait tous très bien que c'est important aussi de penser à l'approche qu'on va adopter quand on assure une classe virtuelle de FLE. Donc, je vais vous présenter 2 concepts, vous rappeler peut-être 2 concepts clés pour cette approche méthodologique. Pour terminer, c'est la 3e étape, donc ce sera un webinaire en 3 parties. Pour terminer, c'est la partie clé en fait, c'est le moment clé parce que là, on va vraiment analyser, réfléchir un peu à un scénario pédagogique, à toutes les étapes et on va penser à comment concevoir et comment animer une classe virtuelle de FLE. On va essayer de mettre les outils numériques au service de nos objectifs pédagogiques. Voilà, ça c'est le plan. Je commence tout de suite par la première partie. J'aimerais aborder avec vous quelques spécificités. Quand on est habitué au cours présentiel, voilà, c'est notre cas depuis quelques mois, n'est-ce pas ce passage, nous avons tous et toutes connu ce passage rapide au numérique et on voit qu'il y a beaucoup de différences. Il y a des similitudes, mais il y a beaucoup de différences entre un cours assuré de manière présentielle et un cours assuré à distance. Donc, ce sont des choses qu'on connaît déjà depuis quelques mois. J'ai pensé à ces 3 spécificités. Le temps, ça change, les espaces changent et la structure change. Donc, c'est de gros changements quand même.
On va concevoir notre cours d'une autre manière, parce qu'on va avoir des moments où on sera ensemble avec les élèves, où nous allons tous et toutes nous connecter en même temps, c'est-à-dire on va faire un travail synchrone, des activités synchrones. Il y aura des moments de notre cours où les élèves vont travailler en autonomie, donc ce sera des moments asynchrones. Et nous, en tant que profs, nous devons organiser notre cours et chaque séquence pédagogique qu'on conçoit, on doit l'organiser dans ces deux moments. Donc, j'ai une séquence pédagogique, un cours préparé, et je prépare ce cours en fonction de ces deux moments. Quelles activités je vais faire de manière synchrone et quelles activités je vais proposer de manière asynchrone. Changement de temps, changement d'espace, changement de structure. 3 heures de cours, si on était habitué à un cours de 3 heures en présentiel, ça ne représente pas du tout 3 heures en ligne. Donc, il va falloir organiser les différentes parties de ces 3 heures de cours et les assembler, les organiser en des moments synchrones et asynchrones. Quelques spécificités maintenant du travail synchrone quand on est ensemble avec les élèves. Ça demande une planification beaucoup plus rigoureuse, un déroulé très détaillé. Il faut être très précis dans la planification du cours. Et on doit planifier non seulement les activités, mais leur animation. Donc, pour chaque activité, je dois me poser la question, comment je vais penser l'animation de cette activité? Est-ce que les élèves vont travailler individuellement? Est-ce que je vais créer des salles virtuelles pour qu'ils travaillent en binôme ou en sous-groupe avec une mise en commun ensemble? Est-ce qu'ils vont faire cette activité? Peut-être que je vais laisser cette activité de production écrite pour qu'ils la fassent à la maison en disant travail asynchrone. Donc, il faut tout planifier. Il faut aussi, dans le travail synchrone, quand on est ensemble, favoriser les interactions. Ça, c'est extrêmement important parce que c'est un moment clé quand on est ensemble. Voilà, c'est le moment où les élèves peuvent vraiment pratiquer l'interaction. Et on sait tous combien c'est important l'interaction pour le développement d'une langue étrangère, pour l'acquisition d'une langue étrangère, pour la pratique d'une langue étrangère. Donc, c'est une activité essentielle dans un cours de FLE. On apprend quand on interagit avec les autres. Et c'est une activité qui permet aussi de tisser des liens, de souder le groupe. Donc, j'ai un objectif, disons, méthodologique dans cette idée de favoriser les interactions liées à l'apprentissage. Et j'ai un objectif affectif aussi, parce qu'on sait que dans un cours à distance, c'est un peu plus difficile de tisser des liens, voilà, de souder le groupe. Donc, ces moments d'interaction, quand ils travaillent à deux, quand ils travaillent en binôme, voilà, tous les groupes, quand on échange ensemble, c'est précieux pour l'aspect affectif, pour faire connaissance, pour se sentir plus proche et pour avoir envie de rencontrer les autres personnes, n'est-ce pas, que les apprenants aient envie de se retrouver dans ce moment synchrone. Donc, très important pour la motivation. Outils numériques, il faut penser aussi à quels outils utiliser. Moi, personnellement, je préfère les outils les plus simples possibles. Les outils que je vais vous montrer aujourd'hui, ce sont des outils qui demandent très peu de choses. En fait, ce qu'ils demandent de la part de l'enseignant, c'est parfois se créer un compte et c'est tout. Et là, le professeur va créer l'activité et pour l'élève, il va transmettre juste un lien. Donc, pour l'élève, il suffit de cliquer sur le lien et faire l'activité. Personnellement, je préfère privilégier les outils les plus simples possibles. Quand je vais choisir un outil numérique, c'est important de penser à la plus-value de chacun. Quel est le gain pédagogique de cet outil? Et penser aussi à les combiner avec le matériel de classe. Quand je travaille avec un manuel, par exemple, comment je vais combiner ces outils numériques avec les activités de mon manuel ou avec les activités que j'ai prévues dans mon scénario pédagogique. Pour le travail asynchrone, c'est important de prévoir des orientations très précises sur les activités à réaliser en autonomie. Il ne faut pas oublier que l'élève, il sera devant l'ordinateur, seul, il va travailler en autonomie, donc il ne faut pas qu'il ait des doutes. Il faut que ça soit très, très clair, un pas à pas très précis. Et ça se prévoit, ça se construit. Pensez aussi à un espace de communication prof-élève, élève-élève. Si on travaille sur une plateforme comme Moodle ou comme Google Classroom, on peut créer des forums de doutes, des foires aux questions,
c'est intéressant parce que le doute, c'est pas seulement l'élève qui envoie un mail au prof, mais on va poster les doutes sur un espace commun et peut-être que les autres élèves sauront déjà donner la réponse. Donc, ce sera un autre espace d'interaction. Normalement, quand on parle de travail asynchrone, et l'image que j'ai choisie, elle montre bien ça, on pense à un travail individuel. Voilà, on se dit, bon, l'élève maintenant, il est seul, il va faire les activités que j'ai prévues. Mais je pense que c'est important aussi de prévoir de temps en temps des activités en sous-groupe. Et pourquoi les activités en sous-groupe? En fait, ça permet aussi, il y a deux objectifs en fait. Le premier, ce serait de multiplier les moments d'interaction. Voilà, quand les élèves vont se rencontrer en dehors du cours synchrone, ça veut dire qu'ils auront d'autres moments pour interagir en français. Et en plus, encore l'idée de créer des liens, de souder les groupes. Si au long du semestre, si c'est un cours semestriel, si je vais former un petit groupe avec différentes personnes, voilà, je vais mieux connaître ces personnes. Donc, ça favorise aussi cette question de souder le groupe et de travailler de manière plus, disons, augmenter la motivation des élèves parce qu'ils sont plus motivés quand ils travaillent avec des personnes qu'ils connaissent, qu'ils apprécient. Sinon, pensez aussi à un espace commun pour le stockage, le partage de fichiers et préparer les apprenants aux outils technologiques parce qu'ils ne connaissent pas forcément tous les outils avec lesquels on va travailler, la plateforme avec laquelle on va travailler. Préparer les apprenants pour ces outils et préparer les apprenants pour l'apprentissage en ligne parce qu'ils ne sont pas forcément habitués à apprendre en ligne et ça exige une autre dynamique, ça exige plus d'autonomie. Donc, on doit préparer aussi l'élève pour développer cette autonomie. Sinon, voilà, j'ai cet ensemble, une partie synchrone avec tous les outils de visioconférence que je peux choisir, une partie asynchrone avec des outils aussi pour stocker des documents, pour des partages. Et c'est mon ensemble de cours, c'est ma structure de cours. C'est bien de prévoir également des outils d'écriture collaborative. Si vous travaillez avec Zoom, vous avez déjà un tableau interactif intégré. Si ce n'est pas le cas, si vous travaillez avec Google Meet, par exemple, il faut prévoir un outil d'écriture collaborative. Le plus connu, c'est Google Drive avec Google Docs. Il y a une application de Google qui s'appelle Jamboard. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est intéressant aussi. On va faire une activité avec Jamboard aujourd'hui. Ici, une suggestion de tableau numérique collaboratif en ligne qui est très intéressante aussi. Une autre suggestion, Framapad, très facile à utiliser, très rapide. En 1 minute, on a créé un pad, on a créé une page collaborative, d'écriture collaborative. On envoie le lien aux élèves et c'est parti, ils commencent à travailler. Donc, prévoir cet espace. Si je pense à tout ce que je viens de dire, à tous ces éléments, à cette structure, on voit qu'il y a une nécessité pour l'enseignant de s'informer, de se former, de réfléchir, de se lancer aussi, d'analyser les résultats et de faire des choix. J'ai mis ces verbes l'un après l'autre, mais l'ordre d'action, ce n'est pas un ordre chronologique parce qu'en fait, on fait tout ça en même temps et on rectifie nos choix, on modifie des choses. C'est un travail qu'on fait de manière continue, ce travail de mettre des activités en place, de tester des outils et d'analyser les résultats. Voilà, donc ça c'était la première partie, quelques spécificités. J'aimerais aborder avec vous maintenant deux questions, deux concepts clés de l'approche méthodologique quand on va assurer un cours en ligne. Le premier concept clé, c'est un concept que vous connaissez toutes et tous, mais qui est très important quand on travaille en ligne. C'est déjà un concept essentiel dans la didactique du FLE depuis quelques décennies. C'est l'approche par tâche. Donc, les didacticiens de l'enseignement du FLE en ligne, ils insistent sur l'importance de travailler avec cette approche quand on va concevoir et animer un cours en ligne. C'est une notion qui est très souvent associée au cadre européen de référence pour les langues parce que le cadre travaille aussi cette question des tâches, mais c'est une notion qui existe depuis la fin des années 80. C'est une notion qui a commencé à être développée encore dans l'approche communicative par des didacticiens anglo-saxons. Qu'est-ce qu'elle dit, cette approche par tâche? Quelques éléments clés.
Il y a une priorité accordée au sens. C'est le sens qui va guider la tâche. Donc, priorité accordée non pas à la forme, aux structures de la langue, elles sont importantes aussi, mais ce qui va guider la tâche, c'est la construction du sens. Pour l'enseignant, quelles sont les conséquences d'adopter une approche par tâche? L'enseignant, il va devoir concevoir des tâches qui vont associer compréhension et production. Ça, c'est très important. Donc, concevoir des tâches qui débouchent sur une production finale. Les didacticiens disent que le traitement de l'information, il est moins superficiel quand les élèves savent qu'ils doivent produire. Et l'engagement aussi. Donc, la manière dont l'élève va traiter un texte, la manière dont il va analyser un texte ou une vidéo, elle sera beaucoup plus approfondie et l'apprenant sera beaucoup plus engagé quand il sait qu'il va devoir produire après. Une considération intéressante aussi, c'est que l'accent dans l'approche par tâche, l'accent est mis sur le sens, mais la nécessité de production amène l'apprenant à réfléchir aussi sur la forme. Donc, il sait qu'il va devoir se faire comprendre. Est-ce qu'il va poster son travail, sa production écrite dans un espace commun, sur un site internet, peu importe, mais ce qui est important, c'est qu'il va produire et qu'il sait qu'il doit se faire comprendre. Donc, il va aussi faire attention forcément à la forme. J'ai recopié ici 2 extraits de la perspective actionnelle du cadre européen commun de référence pour les langues. Le premier, c'est la définition de la tâche. C'est une citation très connue. Je vais juste souligner qu'il y a cette expression-là, parvenir à un résultat donné. Donc, encore une fois, l'importance de travailler la compréhension, mais une compréhension qui sera suivie d'un moment d'analyse et qui sera suivie d'une production, un résultat donné, un résultat concret. Il y a une autre citation que j'aimerais discuter avec vous du cadre. Il y a un passage très célèbre où on dit que la perspective de type actionnel considère l'usager et l'apprenant d'une langue comme des acteurs sociaux ayant à accomplir des tâches qui ne sont pas seulement langagières, dans des circonstances et un environnement donné, à l'intérieur d'un domaine d'action particulier. Voilà, c'est une citation très connue. Moi, ce qui m'intéresse ici, parce que je vais ouvrir une petite parenthèse, ce qui m'intéresse, c'est cette distinction entre usager et apprenant. C'est une distinction très intéressante, n'est-ce pas? De penser à nos élèves pas seulement comme des apprenants de la langue, mais aussi comme des usagers de la langue en société. Donc, en salle de classe, bien évidemment, nos élèves, ils sont des apprenants d'une langue étrangère. Qu'est-ce qu'ils font? Ils accomplissent des tâches d'apprentissage. Ils sont dans une expérience d'apprentissage, donc ils sont apprenants. Mais il faut dire aussi qu'il y a d'autres moments de la vie de nos élèves où ils sont usagers de la langue en société. Pourquoi? Parce qu'ils accomplissent des tâches sociales en langue étrangère. Un exemple, quand ils vont remplir un formulaire en ligne sur un site français ou francophone, quand ils vont faire des achats en ligne sur un site français ou francophone, une réservation en ligne, quand ils vont poster un commentaire sur un site internet ou une page Facebook, par exemple, rédigée en français. Donc, quand ils vont réagir, quand ils vont commenter. Donc, ce sont des tâches sociales. Et ces 3 exemples que je viens de citer, ils sont possibles parce qu'il y a Internet. Donc, quand on pense à dialogue entre didactique des langues et les technologies, un moment charnière de ce dialogue, ça a été l'avènement d'Internet. Parce que les possibilités ouvertes par Internet pour l'enseignement de langue, elles sont multiples. Donc, tâches et Internet, je vais ouvrir une petite parenthèse sur les tâches et Internet et parler un peu du web. Voilà, Internet tel qu'on la connaît aujourd'hui. Le web, il faut dire que le web, il a connu plusieurs étapes. L'espace Internet, elle s'est développée par étapes. Donc, dans les années 90, on avait le web 1.0, les années 2000, 2.0 et après, ainsi de suite. Plusieurs étapes. On approche déjà le web 4.0. Le web 1.0, autour des années 90, voilà, l'avènement d'Internet, c'est un web traditionnel, statique. La publication, il y avait très peu de personnes qui pouvaient publier. Il y avait très peu de personnes qui avaient les moyens techniques et les moyens financiers pour publier. Donc, c'était un web statique. Il n'y avait pas la participation des internautes.
Le grand moment de changement, c'était dans les années 2000, avec le Web 2.0, ce qui continue de plus en plus jusqu'à présent. C'est un web social. Donc, c'est un changement très important pour l'enseignement des langues, parce qu'Internet devient un espace d'action, un espace de création, un espace d'interaction entre les internautes. Donc, ce web, il y a un changement complet de perspective, parce que ce web, il va privilégier la dimension du partage, la dimension de l'échange, échange d'informations, de contenu. Le web, il va se démocratiser, il va être beaucoup plus dynamique. Tout internaute devient créateur. On peut publier, on peut concevoir un contenu, on peut réagir à des contenus publiés par d'autres internautes, on peut compléter un contenu comme sur Wikipédia. Donc, c'est vraiment un moment charnière. Possibilité d'exploitation en FLE. Nous avons des tâches de la vie réelle au service de l'enseignement-apprentissage d'une langue. Et nous pouvons aussi penser à des tâches ancrées dans le monde hors classe, sortir aussi des murs de la classe. Bien évidemment, ce n'est pas toujours possible de proposer une activité de la vie réelle en salle de classe. N'est-ce pas? Ça serait bien, mais ce n'est pas toujours possible. Quand ce n'est pas possible de proposer une tâche de la vie réelle, ce qui est important pour nous, enseignants, de faire, c'est de proposer des tâches très proches de la vie réelle. Des tâches qui soient toujours contextualisées, un contexte bien défini, un genre textuel bien défini. Si c'est une production écrite, mais l'élève va rédiger quoi? Il va rédiger une lettre formelle, il va rédiger un commentaire qui sera publié sur Internet. Donc, bien définir le destinataire, le contexte, ça c'est le plus important. Et proposer des tâches qui soient socialement vraisemblables. J'aime beaucoup cette expression, c'est une expression de Béaco, donc proche de la vie réelle, socialement vraisemblable. Encore sur les tâches Internet, avant de fermer ma parenthèse, je reprends une citation d'Elisabeth Louveau et François Mangenon, qui est très importante aussi. Voilà ce qu'ils disent. Un des apports importants de l'approche fondée sur les tâches pour qui souhaitent exploiter Internet est l'idée que c'est l'activité et non pas le support qui va déterminer le degré de complexité de la tâche. Donc, ça veut dire qu'on a une multitude de documents authentiques sur Internet et on peut les exploiter dès le niveau 1.1. Il suffit d'adapter l'activité au niveau de langue de l'élève. Ça, c'est très important. Je ferme la parenthèse sur Internet et je voudrais conclure cette partie avec le rôle de l'enseignant, une réflexion sur le rôle de l'enseignant. Ça, c'est une citation de Nicolas Guichon, qui travaille aussi avec l'enseignement du FLE en ligne. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il s'agit pour l'enseignant d'envisager la tâche comme une unité didactique alternant des moments de découverte de la langue 2, de la langue étrangère. Il y aura des moments de systématisation, d'analyse, donc tout ce qu'on fait comme compréhension, comme travail sur la langue, sur le discours. Il y aura finalement des moments de production et d'interaction. Voilà, donc ce sont 3 moments très importants. Normalement, quand on travaille avec l'approche partage, c'est ce qu'on fait déjà en présentiel. La différence dans un cours en ligne, c'est qu'en plus, je vais devoir définir lesquels de ces moments seront réalisés de manière synchrone et lesquels de manière asynchrone et les alterner. Donc, c'est à l'enseignant de dire, bon, pour cette séquence pédagogique, je veux commencer par exemple la découverte et la systématisation, je veux faire de manière synchrone et je vais proposer la production écrite de manière asynchrone. C'est une possibilité. Ou bien il dit, je vais proposer la production orale, et il y aura la préparation en sous-groupe de manière asynchrone, et les sous-groupes vont présenter les résultats dans une autre séance qui sera synchrone. Donc, les possibilités sont très nombreuses. On peut aussi adapter une approche de la classe inversée. Si je travaille par exemple en texte un peu plus long, un article de presse un peu plus long, je peux commencer la phase de découverte, une première lecture globale et quelques activités déjà de compréhension. Je peux commencer ça de manière asynchrone. Donc, il commence à la maison et après en salle de classe, lors de la partie synchrone, on va privilégier les interactions. Donc, plusieurs possibilités, mais au prof de définir pour chaque séquence de cours quelle partie il va réaliser de manière synchrone et quelle partie de manière asynchrone.
Une dernière notion, c'est la seconde notion que j'aimerais aborder avec vous, c'est la notion de scénario pédagogique. Là encore une citation de Louveau et Mongenot. Dans le domaine de la formation en ligne, quelle que soit la discipline, on appelle scénario pédagogique une planification la plus précise possible du déroulement d'un cours ou d'une partie de cours. La métaphore est celle du cinéma. On pourrait considérer le scénario pédagogique que le scénario pédagogique équivaut à une tâche à laquelle s'ajoute un scénario de communication. Donc, le scénario pédagogique, c'est l'organisation, la planification du déroulé complet d'un cours en ligne. Ici, il y a deux éléments. Il y a le scénario pédagogique, la planification des activités, et on parle aussi d'un scénario de communication. Ça veut dire quel est le rôle du prof dans ce scénario pédagogique, quel est le rôle des élèves, est-ce qu'ils vont travailler de manière individuelle, est-ce qu'ils vont travailler en binôme, on va travailler ensemble. Donc, en fait, c'est l'animation. Donc, cette citation, elle reprend un peu le titre de notre webinaire. Il faut concevoir, planifier le cours et son animation. J'arrive à la partie essentielle. Là, je vais vous faire travailler un petit peu, bientôt. Pour l'instant, pas encore, mais bientôt, je vais vous demander de m'aider, parce que je vais vous faire travailler un petit peu. Et donc, on arrive à la partie centrale de notre webinaire. Concevoir et animer une classe virtuelle de FLE. Quels objectifs pédagogiques et quels outils numériques utiliser? Première question, voilà, on se pose quand on va concevoir un scénario pédagogique, c'est le choix du document. Quel document choisir? Notre choix aujourd'hui pour ce webinaire, ce sera les documents authentiques, écrits, sonores, audio, audiovisuels, publiés sur Internet. Parce que c'est très riche pour l'élève de pouvoir consulter les documents authentiques sur le site où ils ont été publiés. Donc, quand on pose la question en présentiel, observez cet article, quelle est la source, observez le logo, où est-ce qu'il a été publié. Donc, quand l'élève va consulter directement en ligne cet article, c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus riche les éléments qu'il aura pour répondre à cette question. Donc, je vais vous poser une première question. Je vais vous proposer un petit sondage et j'aimerais savoir un peu quelles sont vos pratiques. Qu'est-ce que vous faites? Donc, on va travailler avec des documents authentiques. On va chercher un document authentique pour la classe. Personnellement, qu'est-ce que vous faites? Comment vous faites? Où cherchez-vous ces documents? Et je vais vous proposer tout de suite un petit sondage. Ingrid, elle va poster sur le chat, dans le chat, l'adresse. Voilà, on va travailler avec le sondage Mentimeter et il suffit d'aller sur le site www.menti.com. Vous pouvez utiliser vos téléphones portables. Ça marche bien avec le téléphone portable, c'est très simple. Il suffit de taper l'adresse et je vous demande de taper le code. Voilà, on va vous demander un code. Vous pouvez rentrer un surnom. Voilà, donc essayez d'accéder à cette page. Et vous aurez, j'attends un petit peu que tout le monde puisse y accéder. Voilà, merci. Il y a des gens qui répondent déjà. Donc, la question est exactement, j'ai déjà une réponse, le monde. Donc, je vous attends. Allez-y, et vous pouvez rentrer plusieurs réponses. Voilà, journaux en ligne, super, génial. Très bien. Voilà, je vous attends. Parfait. Il y a beaucoup d'exemples, des exemples très intéressants. Très bien.
Parfait. Génial. Très, très bien. Bien diversifié, n'est-ce pas, les ressources, et quelques réponses qui se répètent, n'est-ce pas? On connaît déjà les bonnes adresses, n'est-ce pas, quand on est prof de FLE. Très bien. Bon, si vous voulez continuer, je vous laisse continuer. Ce qui est intéressant ici, c'est que, voilà, ce qui est intéressant ici, c'est que je vois TV5 Monde, YouTube, journaux télévisés, Lingolia, TV5 Monde, je vois, voilà, c'est très, très bien. Et en fait, je vais essayer de résumer, après on va télécharger aussi. Voilà, il y a d'autres réponses, Marmiton, visite virtuelle, France Musique, magazine, etc. Génial. Il y avait beaucoup au début, il y avait beaucoup de réponses comme YouTube, parfait, Spotify, excellent. Bon, ce qu'on va faire maintenant, je vous laisse continuer. Après, je vais télécharger les réponses. Merci de vos réponses. C'était vraiment très intéressant, très riche. Et voilà, je vais reprendre notre diaporama pour organiser un peu tout ce que vous venez de dire. Je vais organiser en deux parties. Quand je fais des recherches sur Internet, je peux chercher des ressources pédagogiques. Ressources pédagogiques, c'est quoi? C'est un document authentique, que ce soit une vidéo ou un article, accompagné d'une exploitation, d'une proposition d'exploitation pédagogique. Donc là, vous avez TV5 Monde, RFI Savoir, IF Prof. TV5 Monde, un site absolument extraordinaire avec l'offre langue française, un dispositif numérique extrêmement complet. Le site Apprendre propose plus de 3000 exercices pour l'élève, les sites enseignés, plus de 800 fiches. Donc un univers énorme pour travailler la langue française et la francophonie. RFI Savoir, donc le site de Radio France Internationale qui propose aussi une partie dédiée à la langue française avec des documents sonores, des émissions RFI didactisées. IF Prof, n'oubliez pas que vous avez toute la possibilité de télécharger des fiches pédagogiques, de partager les fiches pédagogiques. Et il y en a d'autres, hein, il y a d'autres ressources, vous en avez cité d'autres aussi. Ressources brutes, donc là, il n'y a pas d'exploitation pédagogique, c'est la ressource seulement. Seulement non, parce que c'est déjà beaucoup. Donc tous les sites de la presse française et francophone, sites des chaînes de la télé française, de la radio française et francophone, les réseaux sociaux correspondants. Donc si je vais suivre et mettre une page sur les réseaux sociaux, je vais recevoir ces informations. Je peux aussi m'informer par les applications pour smartphone, les notifications. Il y a aussi les newsletters. Je ne sais pas si vous avez l'habitude de vous abonner, voilà, aux newsletters de votre chaîne de télé, de votre site de presse préféré. Mais c'est très, très intéressant. C'est extrêmement riche parce que vous recevez par email non pas une information, mais plusieurs informations. Le résumé du journal télévisé, par exemple, etc. Je vous conseille tout particulièrement France Info parce que c'est vraiment très, très riche. Voilà. Ensuite, une fois que j'ai mon document, je vais analyser ce document, je vais définir les objectifs. Je vais penser au public, tranche d'âge, centre d'intérêt. Je vais penser au niveau de langue. Voilà, cette vidéo que j'ai trouvée intéressante, je pourrais la travailler. Quel niveau? Niveau au pluriel, parce que comme on l'a dit tout à l'heure, je peux utiliser la même vidéo pour des niveaux différents. Il suffit d'adapter l'activité. Penser aux objectifs communicatifs, linguistiques, culturels, interculturels, définir ces objectifs dans mon scénario pédagogique. Penser à la tâche qui va guider mon scénario et l'adapter, n'est-ce pas, au niveau de langue pour lequel je travaille. Donc, si je travaille au niveau B2, je vais penser plutôt à l'argumentation, justifier un point de vue, etc. Des tâches proches de la vie réelle, des tâches qui sollicitent les interactions. Pensez aussi à des échanges d'informations. Donc, pourquoi pas proposer deux textes différents. Sous-groupe A, vous allez regarder cette vidéo, et le groupe B, vous allez regarder une autre vidéo. Et après, je peux mettre les deux, former des binômes. L'élève qui aura vu la vidéo, le texte A, avec l'élève qui aura vu la vidéo ou le texte B. Créer des binômes, donc ça favorise beaucoup les interactions.
Et pensez à des tâches collaboratives. Ça, quand on travaille en ligne, c'est essentiel. Concevoir et animer les étapes d'un scénario pédagogique. J'aurai à nouveau besoin de votre aide. Et je vais vous demander maintenant d'ouvrir vos micros, peut-être pour m'aider, parce que j'ai prévu ici un Jamboard. Voilà, c'est le tableau de Google. Et j'ai quelques étapes, j'ai prévu quelques étapes du scénario pédagogique, mais le problème, c'est que ces étapes ne sont pas dans le bon ordre. Donc, est-ce que vous pouvez ouvrir vos micros et me dire par quelle étape je commence? Qu'est-ce que je mets en haut comme première étape? Quelqu'un peut m'aider? La compréhension générale du document. Anticipation, mise en route d'abord. Mise en route. Qu'est-ce qui vient avant? Mise en route, compréhension générale. Qu'est-ce que vous pensez? C'est vous qui décidez. Hein? Anticipation? Oui. Tout le monde est d'accord? Parfait. Et après, compréhension générale, c'est bon comme ça? Oui? Et ensuite, est-ce que vous pouvez m'aider? Compréhension détaillée. Merci. Et comme ça, c'est bon? Non, d'abord il y a le travail sur la langue et après la production. Voilà. Très bien. Merci beaucoup de votre aide. Donc, je vais vraiment, c'est tout à fait ça. Je vais avant travailler sur la langue. Et la dernière étape, c'est la production orale ou écrite, la production finale. Merci beaucoup. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Maintenant, dans cette dernière partie du webinaire, on va parcourir un peu ces différentes étapes. Et je vais faire des commentaires sur chacune de ces étapes. Déjà, l'anticipation. Quels sont les objectifs? Activer des connaissances préalables, introduire l'apprenant dans le contexte qu'il va travailler, faciliter la compréhension du document. Comment? Bon, il y a différentes manières de faire ça. Je peux travailler avec des jeux, avec des sondages, comme on a fait avec Mentimeter tout à l'heure. Je peux faire observer une image, je peux faire un remue-ménage. On a l'embarras du choix, là, vraiment. Modalité de travail. Aujourd'hui, je vais vous suggérer une modalité synchrone en grand groupe. Voilà. Et je vais vous proposer un nuage de mots. Donc, je vais vous faire travailler à nouveau. Je vais vous demander de m'aider dans cette activité. Je vais vous proposer l'outil AnswerGuard que vous connaissez peut-être, un outil très simple à utiliser. Et donc, je vais demander à Ingrid de vous transmettre ce lien. J'ai déjà préparé l'activité, on la prépare très rapidement. Il suffit de créer une page sur AnswerGuard avec la question. Donc, vous allez vous rendre sur cette page et vous allez tout d'abord, donc il y a la question qui est affichée. Et vous allez rentrer le mot qui vous vient à l'esprit. On va travailler par mots parce qu'on va créer un nuage de mots. Donc, je vais vous demander, si vous avez pensé à 3 mots, je vais vous demander de taper d'abord le premier mot et de soumettre. Taper le deuxième mot, soumettre. Le troisième et soumettre. Donc, on va faire par étapes. Est-ce que vous pouvez essayer, tester pour voir si ça marche? Donc, si je vous dis art, qu'est-ce que vous dites? Quels mots vous viennent à l'esprit? Super, très bien, j'ai déjà des réponses. Culture, peinture, littérature, visite, liberté, amour, beauté, sentiment. C'est génial. Picasso, donc je peux penser à des noms des artistes, tableau. Très, très bien. Donc, un outil très, très simple, AnswerGuard, et on travaille de manière collaborative. Les mots qui sont le plus, qui sont écrits avec un caractère plus grand, ce sont les mots qui ont été cités plus de fois. Donc, quand je place le curseur sur le mot, je peux voir combien de fois chaque mot a été cité. Donc, très intéressant, un outil extrêmement simple à utiliser et intéressant. Merci beaucoup de votre aide. Je reviens à mon diaporama.
Et je vous donne une suggestion pour le petit niveau, parce que cette activité, si je vous dis art, vous dites, ça marche très bien pour un niveau B1, par exemple. Mais pour un niveau A1, je ne sais pas s'ils auraient toutes des éléments, s'ils auraient suffisamment de lexique pour y répondre. Donc, pour le petit niveau, on peut proposer la reprise d'un lexique qui aura déjà été travaillé dans un cours précédent. Donc, si j'ai travaillé le loisir la semaine dernière et que je veux continuer à travailler ce thème cette semaine, je peux commencer par, si je vous dis loisir, vous dites, ils vont essayer de se rappeler les termes étudiés le cours précédent. Une possibilité. Une autre possibilité, c'est de créer un Jamboard. Je ne sais pas si vous connaissez, donc pour ceux qui ne connaissent pas, je vais vous montrer rapidement ce que c'est qu'un Jamboard et comment le créer. Déjà, Jamboard, voilà, si vous êtes sur une page Google, vous cherchez cette icône des applications, il y a les 9 petits points et vous allez cliquer sur Jamboard. Voilà, c'est tout. Il faut avoir bien évidemment un compte Gmail, voilà, c'est le seul souci. Si j'ai un compte Gmail, donc je fais ça et je peux compléter librement la phrase. Les élèves, ils peuvent écrire avec un stylet, mais ça marche mieux sur une tablette ou un écran tactile. L'idéal, c'est qu'ils cliquent ici sur les notes auto-adhésives, les post-it. Et là, dans une activité de ce type, si je vous dis art, vous dites, donc ils peuvent dire peinture, par exemple, etc. Et donc, chaque fois, ils peuvent choisir la couleur et mettre un petit mot. Voilà. Et je vais créer mon tableau collaboratif. Ici, j'ai fait une autre possibilité d'activité parce que j'ai créé ça. C'est encadré, on ne peut pas faire depuis Jamboard. Donc, j'ai fait depuis Word ou PowerPoint et j'ai collé. Là, c'est une activité un peu plus ouverte. Compléter librement la phrase. L'art pour moi, c'est, ils vont compléter des phrases et on va avoir un tableau avec, voilà, toutes les définitions du groupe. Très simple, très facile à utiliser. Une autre possibilité de travail d'anticipation, c'est de créer une grille de mots cachés. Ça, c'est très bien pour les petits niveaux. Créer une grille de mots cachés. Et il y a des générateurs de mots cachés sur Internet. Je copie la grille, je colle comme une image et je vais partager le lien. Donc, Jamboard, c'est comme un doc Google. On partage le lien et les élèves, ils auront tous accès à cette page. Ils vont trouver les mots cachés. Voilà, bande-annonce, par exemple. Ils vont faire ça en autonomie. Très simple à utiliser, voilà. Et très pratique, facile à mettre en place. Donc, la grille, ce serait une activité plus guidée. L'élève, il va non pas évoquer un champ lexical, mais il va le reconnaître. On peut jouer avec des mots transparents pour les petits niveaux. Et après, c'est ce que je viens de vous dire. L'enseignant peut copier la grille comme une image et coller sur le Jamboard pour un travail collaboratif. Très simple à faire, très utile, je crois, pour les petits niveaux. Ici, je vous laisse un site internet qui permet de créer des grilles de mots cachés de manière extrêmement simple et facile. Il suffit de taper les mots, choisir le niveau de difficulté et la grille est prête et on peut la télécharger. Compréhension du document, donc une autre étape du scénario pédagogique. Objectif, faciliter l'accès au sens et à la construction du sens. On va travailler la compréhension globale, une découverte du document. On va ensuite identifier la situation de communication. La suggestion que j'ai, ce serait la suite du travail précédent. Donc, après l'anticipation, on va continuer un grand groupe de manière synchrone. C'est une suggestion. La compréhension détaillée, je pense que ça peut être des activités. Donc, c'est des activités pour une compréhension plus précise. Modalité de travail, je pense qu'on pourrait faire en autonomie puis un grand groupe. Pourquoi je dis qu'ici, ce serait intéressant aussi de faire en autonomie? Je me dis, par exemple, on va travailler sur une vidéo ou un document sonore. On sait bien que nos élèves, ils n'ont pas tous la même facilité pour la compréhension.
Donc, il va y avoir des apprenants qui vont vouloir regarder 2 fois la vidéo. Il va y en avoir d'autres qui vont vouloir regarder 3 fois la vidéo ou juste un petit extrait qu'ils n'ont pas compris. Donc, quand ils sont en autonomie, ils font ces activités à leur temps, à leur rythme. Donc, ça peut être intéressant qu'ils aient ce temps en autonomie pour répondre aux questions détaillées. Et après, on fait la mise en commun en grand groupe. Exemple d'activité de découverte, je vais vous donner une suggestion. Regardez les premières secondes de cette vidéo sans le son. Pourquoi sans le son? Parce que là, je vais juste identifier les genres textuels, voir quelle est la thématique. C'est pas encore, c'est avant même la compréhension globale. Et je vais faire le lien avec l'activité précédente parce que je vais leur dire, parmi les mots de notre nuage, lequel semble correspondre davantage aux contenus qui seront abordés dans la vidéo. Donc, on pourrait reprendre notre nuage, le nuage que vous venez de créer. Voilà, ça c'est notre nuage, musée, culture, peinture. OK. Et maintenant, la consigne. On va regarder, c'est une vidéo de France 24. Sans le son, quels sont les mots qui correspondent le mieux? Voilà, c'est tout. Et on sait bien que si on reprend notre nuage de mots, voilà, en fait, vous aviez bien anticipé, hein, ce qui est un musée. Donc, le thème, c'est la rétrospective de Léonard de Vinci au musée du Louvre, hein, qui a eu lieu entre octobre 2019 et février 2020. Donc, les 3 mots les plus cités, ils sont très liés à la vidéo. Mais il pourrait y en avoir d'autres aussi. Tableau aussi, très lié, émotion, voilà. Là, c'est aussi personnel, n'est-ce pas? Il y a les éléments apportés par la vidéo, mais il y a aussi, donc, émotion, par exemple, les aspects personnels. Parfait. Donc, je reprends mon diaporama et on va avancer encore un peu. L'exemple de compréhension globale pour cette activité. Donc, on n'a pas regardé la vidéo complète, juste les premières secondes, mais je vous dis déjà que les thèmes abordés sont ces 4 thèmes. Caractéristiques du travail de Léonard de Vinci. On montre des activités d'immersion virtuelle dans le Louvre autour de la Joconde. On présente la rétrospective et on montre des exemples de tableaux qui étaient exposés. Donc, l'idée ici, ce serait de créer un Jamboard. Là, j'aurais préparé ces encadrés sur Word et j'aurais copié sur un Jamboard. Et sur le post-it, la consigne. Visionnez la vidéo complète avec le son maintenant et mettez ces informations dans le bon ordre. Et là, j'envoie le lien aux élèves. Et s'ils travaillent en sous-groupe, je vais créer plusieurs Jamboards en fonction du nombre de sous-groupes et ils vont remettre ça en ordre. Une activité simple, facile à faire et qu'on peut mettre en place très facilement. Travail sur la langue, objectif. Donc, je réponds ici encore une étape du scénario pédagogique. On a travaillé jusqu'à présent anticipation, compréhension globale, compréhension précise et on arrive au travail sur la langue. On va travailler la grammaire, le lexique, la phonétique, des connaissances linguistiques et discursives. Pensez à ces 3 étapes, étape de découverte, étape de repérage, étape de systématisation. Modalité de travail, je pense que c'est bien aussi de faire en autonomie, parce qu'il y a la question d'analyse, d'observer, de souligner un mot, de retrouver une expression, puis en grand groupe. Si c'est possible, si avant la mise en commun en grand groupe, c'est intéressant de faire comparer les réponses en binôme. Je multiplie les moments d'interaction. Surtout, bien évidemment, si vous disposez d'un outil de visioconférence qui permet de créer des salles de discussion, comme Zoom par exemple. Parce que sinon, il faudrait créer des liens pour d'autres salles virtuelles. Mais ce moment d'interaction, de comparaison de réponses, il est très intéressant. J'arrive à la production finale, dernière étape de notre scénario pédagogique.
Production finale, orale et ou écrite. Objectif, faire réintroduire les nouvelles connaissances culturelles, linguistiques, pragmatiques dans une production langagière. C'est là où il y aura vraiment l'acquisition, c'est là où l'apprentissage va avoir lieu. Donc, c'est une phase extrêmement importante, une étape essentielle. Modalité de travail, on a l'embarras du choix. On peut faire de manière synchrone, en petit groupe, asynchrone, de manière individuelle. Donc, on a toutes les possibilités au prof de faire son choix. Pour la production écrite, c'est intéressant de privilégier les activités d'écriture collaborative quand on travaille en ligne. Donc, toujours penser, est-ce qu'ils peuvent travailler de manière collaborative avant d'arriver à un texte final? C'est intéressant. Une petite remarque par rapport aux activités langagières travaillées, c'est qu'on va travailler la production et ou l'interaction écrite orale. Je pense que c'est important, c'est très important pour l'enseignant d'être conscient de cette différence entre les termes production et interaction, surtout quand on travaille l'expression orale. Ce sont des activités langagières différentes. La production orale, ça fait référence au monologue suivi, à la prise de parole en continu. Et l'interaction orale, c'est comme dans une interview, donc c'est des échanges entre les interlocuteurs. C'est la prise de parole en interaction. C'est important que le prof prévoie ces deux moments. C'est aussi ce qu'on voit dans les examens du DELF et du DALF. Dans l'épreuve orale, il y a toujours ces deux moments. Un moment de monologue suivi, un moment en interaction. Pour la production orale, une production orale, ils peuvent la faire en mode asynchrone. Donc, une possibilité ici, je ne sais pas si vous connaissez Flipgrid, c'est une application où le prof qui est faite pour l'éducation et le professeur, il va créer une grille pour son cours, il va poster une activité, il peut saisir, écrire la question, la tâche, ou bien s'enregistrer en demandant la tâche aux élèves. Je donne un exemple, l'enseignant pourra dire, bon, aujourd'hui, on aimerait connaître vos loisirs préférés, que faites-vous pendant votre temps libre, et parlez-nous de vos loisirs préférés. Donc, il lance la question, il va choisir le temps, c'est lui qui va déterminer, le prof, combien de temps les élèves auront pour la réponse. Ça peut être 15 secondes, 30 secondes, 1 minute, 1 minute et demie, 2 minutes, jusqu'à 10 minutes. Donc, le prof va dire quel est le minutage, vous avez cette quantité de temps pour répondre. Et les élèves, ils vont à leur rythme, parce que c'est un travail asynchrone, ils vont rentrer sur ce lien, ils vont cliquer sur le bouton vert et ils vont répondre à la question. Là, le logiciel va demander la permission pour activer la caméra et le micro, et chaque élève va enregistrer sa réponse. Ce qui est très sympa, c'est qu'on va avoir un mur virtuel, comme vous voyez sur l'image, avec les réponses de toute la classe, de tous les groupes. C'est très sympa. Les ados, ils adorent, surtout parce que quand l'élève fait l'enregistrement, il peut mettre des filtres, comme sur Snapchat, il peut mettre des émoticônes, et après, ils peuvent commenter les réponses des autres élèves. Donc, ça marche bien. Si vous voulez tester, c'est une option intéressante pour la production orale. Créer un mur virtuel commun avec des vidéos de la classe en réponse à une tâche proposée. Pour les interactions orales, comment les favoriser? Là, il faut vraiment penser à créer des mini-salles virtuelles. Il n'y a pas d'autre moyen. Il faut privilégier ce moment où on est en modalité synchrone et créer des mini-salles. Si vous travaillez avec Google Meet, créez plusieurs liens avec plusieurs salles, envoyez les consignes. Il faut vraiment penser à ça pour multiplier le temps de parole. Si on ne fait pas ça, les élèves, ils ne vont pas pratiquer l'interaction, qui est une activité langagière essentielle. Et ce sera probablement la seule activité langagière que l'apprenant ne pourra pas pratiquer en autonomie. Parce que comme on vient de voir, même la production orale, il peut la pratiquer en autonomie et la poster. Mais l'interaction orale, il faut qu'on la fasse de manière synchrone. Il faut qu'on multiplie ces temps de parole en interaction. Je vais terminer par un exemple d'activité. C'est une production finale. Je vais vous montrer une proposition d'activité pour le niveau de langue B1. La production finale, elle aurait cet énoncé. L'objectif serait le suivant.
dresser le portrait d'un artiste et expliquer l'intérêt de son œuvre. Donc, c'est faire un peu, pas seulement la biographie, parce que ça, normalement, ils le font très souvent quand ils sont au niveau A2, quand ils commencent à avoir le passé composé. J'aimerais un portrait de l'artiste et qu'ils citent une œuvre qu'ils apprécient particulièrement et qu'ils expliquent aussi l'intérêt de cette œuvre. Activité langagière, dans cette proposition, ils vont travailler en sous-groupe l'interaction orale, donc ils vont échanger de manière oralement, synchrone. Ils auront une production écrite à poster sur un espace virtuel de manière asynchrone. Donc il y a deux moments. Je vous montre la consigne. Ce qui est très important quand on travaille en ligne, c'est de toujours afficher la consigne, de la laisser toujours visible, parce que les repères visuels, ils sont très importants quand on est dans un cours en ligne. Voilà, interaction orale, ça c'est la consigne que je vais montrer aux élèves. Des chansons, des romans, des films, des œuvres d'art jouent un rôle important dans notre vie quotidienne. Quels sont les artistes et les œuvres qui vous inspirent? Discutez-en en petits groupes et expliquez pourquoi vous les appréciez. Donc, ils vont dans des salles virtuelles, ils vont pratiquer les interactions, ils vont présenter les artistes qu'ils aiment, les œuvres qu'ils aiment et justifier leur choix. En mode asynchrone, je vais créer une tâche contextualisée, proche de la vie réelle, et on va utiliser Padlet pour créer un mur virtuel où ils vont poster leur production. Donc voilà la consigne. Le site web du magazine Agriculture invite les internautes à présenter un artiste qui les inspire et à justifier ce choix. Choisissez votre artiste préféré, dressez son portrait et présentez une de ses œuvres sur ce forum. Donc, là, j'ai commencé à créer un forum sur Padlet. Très simple à utiliser Padlet. Ce qu'ils vont faire, chaque apprenant, là, j'ai mis en mode édition. Toute personne avec ce lien peut éditer ce Padlet. Et l'élève, il va taper le nom de son artiste. Il va rédiger son texte ici, la présentation. Il pourra mettre un lien, une image, voilà. Donc, ce qui est important, donc je peux mettre un lien pour un clip vidéo, par exemple. Je peux mettre un lien pour le site officiel d'un artiste, etc. Ce que j'aime beaucoup dans ce type d'activité, c'est que déjà, ils vont faire cette activité en autonomie, à leur temps, en mode asynchrone. Mais ce qui est très important à mon avis, donc là j'ai juste commencé à rédiger, mais bien sûr ce serait une production plus consistante. Donc ce qui est très intéressant quand vous créez un Padlet, c'est de ne pas oublier de laisser la possibilité de mettre des likes et de mettre des commentaires. Ça c'est très important parce que là je vais travailler pas seulement la production écrite, mais les interactions. Ce que j'aime faire, c'est de demander aux élèves de poster leur production écrite. Ils ont deux tâches. L'une, c'est de poster leur production et l'autre, c'est de commenter au moins 2 posts, 2 productions. Donc, comment ils peuvent commenter? Juste un commentaire, « Ah, j'ai bien aimé » ou « Ah, je ne connais pas cet artiste, est-ce que c'est le même que… » etc. Donc, poser une question, interagir. Donc là, je vais multiplier les possibilités d'interaction écrite. Et c'est ça ce qui est très intéressant aussi, en plus de la production écrite. Voilà, pour terminer, je vais terminer par quelques clés pour la conception et animation. C'est vraiment ma conclusion. Si je devrais reprendre quelques informations, je dirais que dans un cours en ligne, les repères visuels, ils sont extrêmement importants. C'est très important d'afficher les consignes. C'est très important de proposer un fil conducteur visuel pour les différentes étapes du scénario pédagogique. Qu'est-ce que je veux dire par là? Que c'est bien de créer un diaporama pour votre cours. Dans chaque diapositive, une tâche. Dans chaque diapositive, une activité. Donc, ça crée un fil conducteur qui guide l'élève et c'est beaucoup plus intéressant que d'ouvrir et de fermer des documents quand on travaille en ligne. Proposer des outils numériques en ligne, comme voilà, je vous ai montré quelques exemples simples, donc Jamboard, Padlet,
un seul grade, etc. pour la réalisation des activités. Encourager les activités collaboratives, penser à multiplier les moments d'interaction. Varier. Bon, varier, c'est très important. Donc, disons qu'on a commencé un grand groupe, il y a une partie qui vont faire en autonomie, après on travaille en binôme, après en sous-groupe. C'est très important de varier les outils, le rythme et les modalités de travail. Garder la simplicité. Donc, ce qui marche le mieux, normalement, c'est le plus simple. Donc, chercher la simplicité, surtout quand on travaille en ligne. Je vais vous envoyer bientôt par le chat. Je vais mettre dans le chat, j'ai préparé un Pearl Tree, c'est-à-dire à partir d'un seul lien Internet. J'ai déposé des liens et des tutoriels pour tous ces outils que je vous ai présentés. Donc, si ça vous intéresse, s'il y en a quelques-uns que vous ne connaissez pas encore, il vous suffira de cliquer sur ce lien que je vais bientôt vous transmettre et vous aurez des petits dossiers avec tous les outils que je vous ai montrés aujourd'hui. Et j'ai rajouté aussi une partie sur IFProf avec la suggestion de 2 groupes qui travaillent avec des outils numériques et qui font des publications très, très intéressantes. Voilà, je termine par les références bibliographiques. Vous aurez après le diaporama que je vais laisser avec l'équipe d'IFProf au Brésil, mais toutes les références bibliographiques. Et voilà, donc ça c'est je vous laisse mon adresse mail et je vous dis merci beaucoup de votre attention. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous, Lucia, pour cette intervention très riche et tous ces conseils prodigués qui, je suis sûre, serviront beaucoup aux participants d'aujourd'hui. Sauf erreur de ma part, je n'ai pas vu de questions sur le chat. Pour l'instant, il y a beaucoup de remerciements de la part des participants. Je pense qu'ils sont très contents d'avoir eu tous ces conseils. Donc, il y a beaucoup de merci, Lucia, Ivaneci, de Rossana, de Fabienne. Donc, je vous ai toutes et tous donné l'autorisation de réactiver vos micros. Donc, n'hésitez pas à prendre la parole si vous le souhaitez, afin de nous faire part d'un de vos commentaires, d'une question que vous souhaiteriez adresser à Lucia. Au moment où je vous parle, il y a encore des remerciements sur le chat qui apparaissent, de Michel, de Jacqueline. Et je viens de mettre l'adresse de Pearl Trees. Si vous cliquez, vous aurez tous les liens que j'ai et des tutoriels, des suggestions de tutoriels. Oui, le lien a bien été envoyé sur le chat, je le vois. Est-ce que l'un ou l'une d'entre vous souhaiterait prendre la parole pour poser une question à Lucia? N'hésitez pas à intervenir, vous pouvez réactiver votre micro normalement. Je vérifie si j'ai bien donné l'autorisation. Normalement, oui. Non, bonjour. Si. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Fabienne. Je voudrais savoir en fait juste des questions sur l'animation et sur la collaboration en fait entre les élèves. Que en fait des fois c'est pas tellement facile, où il y a comme pas forcément un manque J'écoute des enfants. Excusez-moi Fabienne. Oui, en fait, il y a quelqu'un qui a activé son micro. Alors, pardon. Donc, je trouve que c'est difficile des fois, en fait, la collaboration. Je trouve en fait super intéressant de provoquer en fait justement le travail en groupe. Mais je trouve que c'est pas tout le temps facile, surtout quand des fois en fait les élèves attendent plus en fait un apport de la part en fait du professeur. Et en fait, quand on demande en fait d'essayer de parler ou d'essayer il y a comme des blocages et ça demande un effort en fait des fois un peu plus grand de la part du prof pour animer en fait justement les classes. Je ne sais pas si c'est déjà arrivé ou comment vous faites pour animer, non? Merci pour la question, Fabienne. Vous parlez plutôt de quand le prof lance une question à l'ensemble du groupe et qu'il y a un petit silence. C'est plutôt ça, Fabienne, si j'ai bien compris.
Oui, plutôt ça, ou des fois quand il y a des activités sur, ou essayer de lancer des discussions un peu plus critiques ou un peu plus sur des opinions aussi. À ce niveau-là, c'est un peu plus difficile en fait de gérer. Et souvent, on passe souvent par l'intermédiaire du professeur, c'est-à-dire que les élèves se dirigent en fait au professeur. Oui. Donc il y a toujours en fait ce sens-là, et c'est difficile en fait d'avoir cette transversalité en fait entre eux. Je comprends, Fabienne. C'est une excellente question et je pense que ce qu'on peut faire, donc c'est vraiment difficile, c'est pas facile. Et je pense que ce qui peut aider, c'est le fait de bien préciser les consignes. Vous allez vous mettre en petits groupes. Déjà, se mettre en groupe, ça facilite déjà la prise de parole, n'est-ce pas? C'est déjà une première réponse, ce serait ça, créer des sous-groupes, créer des binômes. Ensuite, leur annoncer de manière très claire. Vous allez vous mettre en petits groupes et vous allez vous poser la question A, B et C. Et maintenant, il est 16h05. Donc, mettre sur le chat, on va se retrouver à 16h15. Comme ça, ils ont la tâche, ce qu'ils doivent faire, comment ils doivent faire et quelle est la durée. Donc, là, c'est beaucoup plus… en fait, c'est l'idée de guider un peu le travail pour qu'ils ne soient pas perdus. Les envoyer dans les salles et après aller dans chaque salle, n'est-ce pas, rejoindre chacune des salles pour s'assurer. C'est là la difficulté. Est-ce qu'ils ont bien compris? Est-ce que ça marche? Est-ce que ça roule? Donc, il faut ensuite aller dans les salles, poster à nouveau. Je pense que c'est bien d'aller sur le chat et dans le chat, poster à nouveau les 3 questions et rappeler le temps, la durée, etc. Donc, je pense que ça peut aider. Ce n'est pas toujours facile, Fabienne, vous avez tout à fait raison, mais ce guidage avec, vous avez 10 minutes pour faire A, B et C, et aller les rejoindre dans les salles et voir s'ils ont bien compris, s'assurer que ça marche bien. Rappelez, il vous reste 5 minutes, il vous reste 3 minutes. Je pense que ça peut aider. Merci pour la réponse. Merci à vous, Fabienne. Merci à vous. Merci Fabienne et merci Lucia pour cette réponse. Je n'ai pas vu sur le chat entre-temps d'autres questions ou commentaires, si je ne m'abuse. Est-ce qu'une autre personne souhaite prendre la parole en activant son micro? N'hésitez pas à profiter de ce temps d'échange pour poser toutes vos questions ou faire un commentaire, une remarque. En tout cas, pour ma part, j'ai découvert beaucoup d'outils grâce à vous, Lucia, dont je ne connaissais pas du tout l'existence, notamment Flipgrid, c'est ça, hein, je crois, ou Jamboard, que je ne connaissais pas du tout. Donc, c'est très intéressant. Je vais regarder de plus près ces outils proposés. Voilà, c'est l'intérêt aussi du lien que je vous ai transmis parce que là, il faut vraiment tester et c'est à vous, c'est à chacun et à chacune d'entre vous de dire cet outil, j'aime bien, j'apprécie, celui-là, j'aime moins. Donc, c'est aussi tester et de voir le résultat. Donc, c'est un travail que vous allez faire à partir de maintenant et qu'on fait de manière continue parce qu'on découvre toujours des nouveaux outils et à nous de les tester, de voir si ça vaut la peine ou pas. Voilà. Bien sûr. Et est-ce que vous avez eu des retours justement d'apprenants suite à l'utilisation de ces outils que vous avez évoqués aujourd'hui avec nous? Oui, normalement, ils découvrent eux aussi. Je pense que Oui. ça, c'est intéressant parce que parfois, on se dit non, mais ils connaissent déjà tout parce qu'ils sont jeunes, etc. Mais non, pas forcément. Donc, ils découvrent, il y a des outils qu'ils découvrent et ils apprécient. Donc, il y a, par exemple, Jamboard, quand il y a de mettre les petits post-it pour une question ouverte, ils s'amusent. Donc, il faut dire, ah bon, c'est bon déjà. C'est parce qu'ils veulent continuer à répondre. Donc, je pense que ça joue un peu sur la motivation. Et donc, j'ai de très bons retours. Mais c'est vrai qu'ici, on fait tous les jours, on fait la même démarche, le même Jamboard, il faut varier. Donc, bien sûr. Donc, on doit toujours varier, garder une petite surprise, apporter un outil sur lequel on n'avait pas travaillé. C'est pour ça qu'il ne faut pas s'arrêter. Je connais déjà mes outils, à ceux que j'aime bien, mais c'est bien d'être à la recherche d'autres outils, d'autres choses qui apparaissent, pour apporter voilà, ce petit apport, ce petit outil ou une activité avec un autre outil en salle de classe.
Oui, en plus, je trouvais ça très intéressant aussi dans votre présentation, justement, les différents rôles de l'apprenant qui peut être auteur, éditeur aussi, quand il... Et ça, je trouve ça très intéressant aussi de varier les casquettes, tant pour l'enseignant, mais aussi pour l'apprenant que lui-même découvre, qui peut aussi commenter, écrire, etc., revoir, recréer. Enfin, je trouve ça vraiment très intéressant. Oui. Qu'il soit acteur, n'est-ce pas? On a Internet qui, avec plusieurs sites qui se prêtent à tout ça. Il faut en profiter. Alors, on a une question Exactement. de Andrea. Comment encourager les élèves à ouvrir leur caméra? Ah, c'est une question, c'est une très bonne question. Et je ne sais pas si j'aurai la réponse. C'est un vrai défi, parce qu'il y a des élèves qui ne veulent pas, vraiment. Moi, je dirais qu'il faut essayer peu à peu, parce que quand on parle de souder le groupe, de créer les liens, c'est plus difficile de créer les liens quand on ne voit pas le visage de l'autre personne, n'est-ce pas? Je pense, encore une fois, je pense qu'on pourrait essayer par de petits groupes, peut-être qu'ils ne sont pas à l'aise de mettre la caméra en grand groupe. En petits groupes, quand ils sont à 2 ou à 3, je vais rejoindre la salle et je vais dire vous ne voulez pas voilà, mettre votre caméra pour que vous puissiez mieux échanger? Ça vous dérange? Est-ce que c'est possible? Voilà, donc gentiment, peu à peu, voilà, je pense que ça pourrait marcher, mais c'est un vrai défi. Vous avez tout à fait raison. Il y a une question sur les ressources, si elles marchent si ces outils numériques marchent sur Exactement. casse-tête, mots croisés, etc. Les outils que j'ai montrés, ils marchent très bien sur smartphone. Donc ça, c'est très important quand on va chercher un outil et utiliser un outil, de s'assurer que ça marche bien sur les smartphones, sur tous les types de navigateurs. Ces outils, oui, ils marchent très très bien. C'est très facile à utiliser. Mentimeter, par exemple, ça demande juste, avec un smartphone, on répond à des sondages, on fait des nuages de mots. Donc, en fait, le travail, c'est un peu pour le prof, mais c'est facile à créer l'activité. Une fois qu'elle est créée, on va juste se transmettre le lien, l'élève se connecte et il fait ça rapidement. Donc, oui, et ça, c'est une question très importante. Je remercie la collègue qui a posé la question parce qu'il faut y penser. Est-ce que ça marche sur les smartphones? Ça marche sur différents navigateurs? C'est une question importante. Merci, Lucia, pour votre réponse. Je crois qu'il n'y avait pas d'autres questions sur le chat. Alors, est-ce que vous souhaitez en poser une avant que l'on se quitte en activant vos micros? Non. Alors, dans tous les cas, vous pourrez évidemment, hein, j'ai vu, vous pourrez revoir ce webinaire en rediffusion sur on pourra comme ça avoir l'opportunité de regarder plus amplement ces différents outils. Donc, n'hésitez pas à revisionner ce webinaire. Et donc, si vous n'avez pas d'autres questions, et avant que l'on se quitte, je vous informe que la semaine prochaine, comme tous les mercredis, nous aurons un nouveau rendez-vous des rendez-vous de la COP éducative au Brésil. Ce ne sera pas cette fois un webinaire, mais une conférence, la troisième conférence, animée par Patrick Chardonnay, qui nous parlera de enseigner, apprendre une langue internationalisée, culture d'enseignement, culture d'apprentissage et pratique de la langue entre global et local. Donc, ce sera mercredi prochain, le 29 juillet à 15h. Donc, on vous attend tout aussi nombreux qu'aujourd'hui. Et pour clôturer ce webinaire 17, je tenais vraiment à vous remercier, Lucia, Claro, pour ce webinaire très intéressant avec beaucoup d'outils, beaucoup de conseils. Donc, merci pour cela, merci pour votre présence. Merci à vous, Marjorie, merci à vous tous et à vous toutes. Un grand plaisir d'être avec vous. Merci beaucoup. Le plaisir était partagé. Merci à tous les participants du jour. Et donc, je vous souhaite une très bonne fin d'après-midi à tous et rendez-vous la semaine prochaine et aussi sur IFPROF Brésil. À bientôt. Au revoir, à bientôt. Au revoir. Merci à tout le monde. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci à vous. Merci, au revoir.